Bonjour à tous. L'année 2020 a été véritablement une année de basculement pour l'ensemble des nations du monde, avec un régime de dictature covidienne. Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, résume parfaitement le paradigme dans lequel nous sommes entrés. Et jamais les choses reviendront comme avant, alors que nous sommes bien loin de l'hécatombe du siècle. Et cette crise n'a fait qu'augmenter la dette. Donc, Klaus Schwab et la directrice du FMI ont annoncé l'idée du grand reset. Avec cette pandémie, tout s'est aggravé, ou plutôt accéléré. Et on finit par comprendre les paroles prophétiques de Jacques Attali à l'occasion de la première fausse pandémie, à savoir celle du virus H1N1. Comment notre monde a basculé définitivement, en seulement quelques mois, dans ce que Macron a appelé le monde d'après. Beaucoup de certitudes, de convictions sont balayées, seront remises en cause. Beaucoup de choses que nous pensions impossibles adviennent. Ne nous laissons pas impressionner. Agissons avec force. Mais retenons cela. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement, nous aurons appris. Et je saurai aussi avec vous en tirer toutes les conséquences. Toutes les conséquences. Vive la République! Le 17 janvier 2020, rappelez-vous, Macron a été exfiltré en urgence du théâtre des Bouffes du Nord à cause d'une manifestation imprévue. Et oui, c'est Macron lui-même qui avait déclaré à ceux qui s'opposaient aux réformes et à la Macronie qu'ils viennent me chercher. Malheureusement pour lui, certains ont décidé de le prendre au mot. Il faut dire que le petit peuple se réveille progressivement et s'aperçoit que derrière nos séduisantes démocraties représentatives se trouvent les puissances d'argent. Et Macron, ancien associé gérant de chez Rothschild, ne se donne même plus la peine de cacher ses relations entre le politique et le financier. Fin 2019, début 2020, les Français ont eu l'immense plaisir de découvrir que BlackRock, une grande entreprise financière américaine, premier gestionnaire d'actifs mondial, pourrait avoir un lien avec les réformes entreprises par Macron, notamment la réforme des retraites. Slogan contre le géant de la finance BlackRock. C'était le 17 décembre dernier lors d'une manifestation contre la réforme des retraites. BlackRock, premier gestionnaire d'actifs dans le monde, il pèse 6 000 milliards de dollars. Hier, le patron de sa branche française, Jean-François Cirelli, a reçu la Légion d'honneur, une distinction dénoncée par l'opposition. BlackRock, c'est tout simplement le côté obscur de la réforme des retraites. En pleine réforme des retraites, BlackRock est soupçonné par l'opposition d'inciter le gouvernement à développer la retraite par capitalisation. Jean-François Cirelli se félicitait d'ailleurs des premières mesures en ce sens de la loi Pacte en juin dernier. Notamment à deux droits importants. Le Français épargne beaucoup. Pensez que sur 100 € de revenus, le Français en met 14 de côté. Il épargne beaucoup, il a la préoccupation de sa retraite et pour autant il ne s'est pas approprié aujourd'hui l'épargne retraite. Et je crois que c'est l'intérêt de ce nouveau texte du gouvernement, de la loi, c'est de permettre aux Français enfin de s'approprier l'épargne retraite. Le 11 décembre, les Républicains s'en inquiétaient déjà à l'Assemblée nationale. Votre gouvernement a en effet autorisé le géant des fonds de pension américains, BlackRock, qui pèse plus de 6 000 milliards d'euros, à collecter directement la retraite privée des Français. BlackRock avait alors réagi par communiqué. En aucune manière, nous n'avons cherché à exercer une influence sur la réforme du système de retraite par répartition en cours auprès des pouvoirs publics.
Pour le gouvernement, cette Légion d'honneur récompense d'abord un grand patron français, ancien dirigeant de Ils GDF. ne font pas du lobbying, en l'occurrence. C'est Non. raté parce qu'ils n'ont pas grand-chose à y gagner. C'est une boîte de Smarties, le marché français. Arrêtons de raconter. Smarties, c'est-à-dire, expliquez-nous, C'est-à-dire parce que là, ça ne représente je suis rien perdu. par rapport à leur gestion d'actifs. Je rappelle, ils gèrent 6 000 milliards de dollars. La polémique tombe mal pour le gouvernement. Peu après l'affaire Delevoye, le haut-commissaire aux retraites avait omis de mentionner des liens avec le milieu de l'assurance. Rappelons-nous d'ailleurs que le PDG, Larry Fink, avait été reçu à l'Elysée en juillet 2019. Et en 2020, le représentant français de BlackRock, Jean-François Cirelli, recevait carrément la Légion d'honneur. BlackRock exerce une influence politique importante grâce à son poids financier considérable. Avec l'affaire BlackRock, et en pleine crise des retraites et du mouvement des Gilets jaunes, Macron démontre encore une fois au grand public qu'il n'est qu'un valet servile des grandes puissances financières. Et à ce moment-là, il lui reste encore 2 ans pour détruire les dernières protections sociales au profit de ses maîtres. Chasser Macron ne servirait à rien, il faudrait surtout chasser ceux qui sont derrière lui. Mars 2020, des mouvements spectaculaires dans les bourses européennes et mondiales qui s'apparentent à un début d'effondrement financier qui permet de lutter contre la Russie et affaiblir de facto l'Iran et la Russie au profit d'Israël. En mars 2020, les conséquences financières sont déjà importantes en Europe et dans le monde. Le secteur bancaire déjà fragile, tout comme les groupes pétroliers français, sont bien touchés. Ça rappelle un peu la crise financière de 2008. Et il semble que le grand cataclysme financier ne soit pas vraiment très loin. Et le coronavirus semble même être le motif idéal pour déclencher une grande crise. Et comment un virus, en l'espace de quelques semaines, a-t-il pu mettre le système financier mondial à genoux ? Toujours en mars 2020, l'OMS a qualifié l'épidémie de Covid-19 de pandémie mondiale, malgré un nombre de morts dérisoire. Alors pourquoi un tel phénomène de panique mondiale ? Jusqu'à quand le système financier va tenir ? Que le coronavirus soit une vraie pandémie ou seulement une psychose mondiale organisée, la grande crise qui vient, elle, sera bien réelle. Les nations du monde vont connaître des épisodes d'inflation puis d'hyperinflation. En avril 2020, avec la pandémie qui se propage sur l'ensemble de la planète, il est devenu évident que l'économie mondiale est désormais entrée officiellement en récession. En réalité, c'est depuis fin 2018 que l'économie mondiale est en récession. Cette épidémie mondiale sert de prétexte et d'alibi pour officialiser l'effondrement de l'économie mondiale auprès des peuples et des nations du monde. Depuis des décennies, le projet de mondialisme financier a un plan pour créer une devise mondiale. Donc bientôt, on risque de nous imposer une véritable monnaie mondiale. Les DTS, les droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international, comme l'a démontré il y a plus de 20 ans la une du journal The Economist. Donc les DTS, les droits de tirage spéciaux, c'est la devise que le FMI, le Fonds monétaire international, crée et distribue à ses pays membres quand ils font une demande de prêt. Par conséquent, le DTS, c'est la monnaie créée par le FMI, comme le dollar l'est pour la Réserve fédérale et l'euro pour la Banque centrale européenne. Le système monétaire international basé sur le dollar n'a jamais été aussi proche de sa fin. Mais pour en arriver à là, il faudra avant tout supprimer l'argent liquide. Une chose est sûre, le système financier va changer et notre génération va voir l'émergence d'un nouvel ordre monétaire mondial. L'Italie, qui est l'un des pays européens à avoir le plus souffert de la crise sanitaire, va désormais être la plus exposée à la crise financière qui vient. L'Italie et la France sont déjà concrètement les 2 premières victimes de l'euro. Depuis la mise en place de l'euro, les économies françaises et italiennes sont celles qui ont le plus souffert de l'adoption de cette monnaie unique. On pourrait même résumer le passage à l'euro pour les Italiens par une liquidation pure et simple de la richesse italienne. Avec cette crise de Covid-19, l'Italie, abandonnée par les nations européennes, s'est rapprochée des grandes puissances comme la Chine, les États-Unis ou la Russie. Alors compte tenu de la situation politique actuelle et de la situation économique qui sera certainement catastrophique dans quelques mois, il est évident que les Italiens veulent quitter l'Union européenne.
ci salviamo da soli. Ensuite viendra le tour de la France. Enfin, pour ce qui est de la France, les partisans d'une sortie de l'euro sont moins nombreux malheureusement. Et pourtant, la plupart souhaiteraient chasser définitivement le financier Macron du pouvoir et retrouver une souveraineté. Et les économistes les plus sérieux n'imaginent pas un seul instant la France rester dans l'euro sans casse sociale et économique. Et comme chacun le sait, une sortie italienne comme française, ce serait la fin de l'euro et de l'Union européenne. L'Italie aussi veut retrouver sa souveraineté et le peuple italien grogne. Et l'Italie semble assez mûre pour enfin briser ses chaînes européennes. Il faudrait que l'Italie et la France s'unissent pour sortir de l'Union européenne. Nous ne sommes pas aussi libres que le Royaume-Uni qui a réussi à imposer son Brexit. Si l'Italie et la France, par des mouvements populaires souverainistes, arrivent à reprendre en main leur destin politique via le mouvement des Gilets jaunes par exemple, elles pourraient être en mesure d'avoir un rôle important à jouer dans l'avenir. Il est temps pour nous de se débarrasser de ce cadavre monétaire qui ne sert que les intérêts d'une petite minorité oligarchique. Pour l'oligarchie financière, la survie de l'Union européenne est fondamentale pour la réalisation de leur projet global. George Soros n'a d'ailleurs pas hésité à révéler son inquiétude. Mais Macron et Merkel se sont rencontrés et nous ont promis un nouveau plan de sortie de crise. En réalité, la Commission européenne prendrait en charge de la dette. Il s'agit en fait d'un vaste plan de communication pour calmer les peuples et donner l'illusion de l'action. En fait, ce n'est pas la première fois que les dirigeants de l'Union européenne recourent à un nouveau tour de passe-passe faisant croire aux Européens que l'Union européenne s'applique à tout mettre en œuvre pour les sauver. Et pour contrer ce projet franco-allemand, 4 pays, l'Autriche, les Pays-Bas, le Danemark et la Suède, ont précisé qu'ils étaient d'accord pour aider les autres, mais que ce soutien devait se faire avec des prêts et non avec des dons. Donc, en restant dans l'euro et en acceptant ces plans de sauvetage, le tissu économique de notre pays va continuer à se désintégrer. Le pire, c'est que ce fonds coûtera au final plus aux Français qu'il ne nous rapportera. Et comme très souvent, Macron va en réalité servir des intérêts étrangers plutôt que ceux de la France. Il s'enfonce encore dans la trahison envers son peuple. Les véritables responsables de la crise à venir ne sont pas à chercher du côté des pangolins ou des laboratoires P4 à Wuhan, mais plutôt du côté de nos politiques et de l'establishment financier. Sans même parler des mesures liberticides qui ont été promises pendant la pandémie, les conséquences économico-sociales de cette crise vont être le prétexte pour nous imposer leur monde d'après, alors même que le coronavirus se dévoile de semaine en semaine comme l'escroquerie du siècle. Une grande partie du peuple, bien docile, a bien respecté les consignes. Mais une autre partie semble s'être réveillée, si bien que nos politiques ont compris qu'ils allaient devoir se montrer plus malins pour continuer à nous tromper. Ils ont décidé de jouer la carte des chocs raciaux. Avec l'affaire George Floyd et le mouvement Black Lives Matter, une campagne médiatique d'ampleur mondiale a commencé, à la suite de quoi le monde occidental, aidé par les financements extérieurs, a basculé progressivement dans l'hystérie collective. My point was that black kids in Chicago get killed every single day. Where is the Black Lives Matter in Chicago? Where are they? When black people kill black people, they don't come out and do this crap. So oppressed. I am black, I'm not oppressed. I am free. That's good for you. That's an individual person. What about a systemic issue? Where? I am black. I've always wanted to be. I have I do what I want. You have the skills. This is a country where you have the skills. You want to do what you want. You do it. Stop forcing on people to accept that they're oppressed. They are not. I am not oppressed. I am black. Stop making people accept that they're oppressed. You're forcing a rhetoric into your minds, which is not true. That's my point. Okay. Violence is wrong, period. It's not about blacks. You agree that whites kill whites too, right? Have you seen any white person coming out and saying white life matter or white thing? No, violence is wrong. The blacks kill blacks in black neighborhoods every single day. I've never seen a Black Lives Matter in those neighborhoods. Et Black Lives Matter, je vais vous le dire, puis synthétiser, c'est l'instrumentalisation néolibérale de la cause noire. Il est aussi nécessaire de rappeler qu'il y a un bon nombre d'afro-descendants et d'Africains qui ne se sentent pas concernés ou représentés par cette terminologie Black Lives Matter, qui, lorsqu'on le traduit, signifie « Eh les Blancs, la vie des Noirs compte ». Quand on parle de Black Lives Matter, on parle d'une instrumentalisation néolibérale
de la souffrance noire. Cela fait penser à ce qui s'est passé avec le prolétariat arabe, lorsqu'il y a eu les révolutions arabes, le printemps arabe, qui à la base partait d'une véritable souffrance du prolétariat, mais qui a été récupéré progressivement par les organisations mondialistes néolibérales telles que Open Society et autres. C'est pour nous la même chose qui se passe avec Black Lives Matter. Une vraie souffrance de la population noire qui est réorientée d'abord aux États-Unis et après partout en Occident, puisque les États-Unis, ce qui est fait là-bas aux États-Unis, est copié partout, dans tous les autres pays par la suite de manière générale. Une récupération par le duo qui est représenté par Joe Biden et son camarade néo-marxiste Bernie Sanders. Ces deux-là symbolisent les deux facettes du néolibéralisme. L'un, c'est le néolibéralisme économique assumé, avéré, représenté donc par Joe Biden, et l'autre, c'est le néo-marxisme, qui est censé être opposé au néolibéralisme économique, mais qui est toujours capable de s'allier à ce dernier, soi-disant face au péril fasciste. Nous disons une chose simple, et nous pouvons adapter ça à la réalité de la France. On ne se reconnaît pas dans les forces néolibérales de gauche ou les prétendues forces d'extrême gauche qui disent vouloir accompagner notre communauté, alors que leur seul objectif, c'est de nous pousser à être dans un processus d'oubli de nous-mêmes, d'intégration, sans que nous puissions revendiquer véritablement notre identité en tant qu'afro-descendants. Nous en avons marre de ce paternalisme exacerbé de cette gauche qui, pendant des années, nous a fait croire qu'elle était notre amie, alors qu'en réalité, elle était toujours là pour nous manipuler et pour, quelque part, qu'on soit les tirailleurs vis-à-vis de leurs intérêts. Et on sait très bien comment ça va se passer aux États-Unis. On instrumentalise la souffrance noire pour que le vote des Noirs puisse arriver, atterrir dans les mains de Joe Biden. De la même façon, on le voit dans les mobilisations ici. Au départ, c'est une question de souffrance noire, et après, ça devient une mobilisation où, quelque part, c'est une rampe de lancement pour l'extrême gauche. La France insoumise, qui dans son mariage un petit peu étrange avec la gauche libérale ou la gauche néolibérale telle que représentée par les Inrecuptibles, c'est ce qui est en train, quelque part, de créer un cordon sanitaire autour de la prétendue cause noire en France. Il y a des gens qui ne veulent ni de la gauche, ni de la droite. Pour ceux qui veulent rentrer, nous prenons le retour en Afrique pour lutter contre le néocolonialisme. Parce que la France, qui se présente comme le pays des droits de l'homme, plus que jamais, accomplit une démarche de pillage sur le continent africain, pillage économique, pillage de nos ressources minières, pillage de nos ressources naturelles de manière générale. Et d'ailleurs, ça nous fait rebondir aussi sur la question de l'écho. France CFA déguisé, ils nous ont fait croire qu'ils avaient compris les revendications que nous organisions et que nous lancions depuis le continent, alors qu'en réalité, ils ont simplement customisé le franc CFA pour créer une sorte de zone franc élargie aux pays anglophones. Personne n'est dupe, et quand la monnaie éco sera sortie, que tout un chacun sache que nous nous mobiliserons de la même façon. Mais je le dis et je le répète, vous n'entendrez jamais dans notre discours, on a le droit d'avoir notre place dans cette France. On a le droit de construire cette France, non ? Quand on pense à l'oligarchie française, et on sépare le prolétariat français qui n'a rien à voir avec ça, parce qu'eux-mêmes souffrent, il suffit de voir les gilets jaunes, quand on voit comment l'oligarchie française se comporte vis-à-vis de nous, on lui dit que France égale souffrance pour nos populations de manière générale. Et donc, à partir de cette situation, nous disons au président Emmanuel Macron, et ça m'a fait aussi sourire à M. Castaner qui a dit être prêt à mettre un genou à terre pour compatir au racisme, alors que le même Édouard Philippe, Premier ministre de ce gouvernement, a travaillé pendant de longues années à Areva, structure qui dépouille le continent africain de ses ressources minières. Donc on a l'impression qu'il y a un petit sentiment, un petit parfum, vous me direz ce que vous en pensez, mais de diversion. Hein ? On comprend, on est tous solidaires du racisme, il y a la renaissance d'un nouvel antiracisme. Avant c'était SOS Racisme, mais comme ils ont compris que SOS Racisme est périmé, ils instrumentalisent la souffrance noire pour quelque part pouvoir recapitaliser par la suite. Et Macron laisse tout ça passer. Macron laisse des mobilisations, des convergences de l'extrême gauche avec certains frères et sœurs qui sont, à mon sens, beaucoup trop instrumentalisés sans qu'ils s'en rendent compte par cette extrême gauche. Il laisse l'extrême droite monter en termes de colère parce que certains qui ne réfléchissent pas et qui sont très contents de pouvoir s'opposer aux Noirs parce qu'ils sont stupides de manière congénitale. Il y a une colère, il y a une fracture qui se crée et Macron se dit que si l'extrême droite monte au premier tour, il arrivera un moment où il y aura le cordon sanitaire. Et donc, face à l'extrême droite, Macron sera l'ultime barrage. C'est son pari. Et il pense qu'il y a des Africains qui sont naïfs ou des Afro-descendants qui sont naïfs de ça. Nous ne sommes naïfs de rien.
Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand je parle de l'oligarchie française, ce n'est jamais le prolétariat français qui est contre nous. C'est une élite qui se sent directement visée qui est contre nous. Parce que ce que nous voulons pour notre peuple, en Afrique et dans les Caraïbes, nous le voulons aussi pour le prolétariat français où il est. Nous voulons la justice pour tout le monde. Et c'est pour ça que nous sommes solidaires ad vitam aeternam du combat des Gilets jaunes. Parce que ce n'est pas un combat de couleur, c'est un combat de justice sociale. L'oligarchie financière apatride veut faire en sorte qu'on soit dans des combats horizontaux, des tensions entre les peuples du bas, pendant qu'eux nous regardent nous taper les uns sur les autres. C'est ce qu'ils font en plaçant leurs icônes médiatiques d'un côté, de gauche comme de droite, etc. Bien, nous disons que notre problème, c'est le prolétariat. Alors on commence par le nôtre d'abord, le prolétariat africain, du continent ou de la diaspora, mais on est dans cette démarche de solidarité horizontale avec les autres prolos. C'est pour ça que tu ne m'entendras pas aller dans le sens que le système veut qu'on aille. Ça ne m'intéresse pas. Quand je suis en Afrique, ceux qui nous oppriment, ceux qui oppriment le prolétariat, ils sont noirs comme mes chaussures. Donc dire que le problème c'est blanc et les opprimés c'est les noirs, c'est beaucoup trop facile. C'est pas vrai. La chose elle est plus complexe. Mais non, moi je me bats pour mon peuple parce qu'en me battant pour mon peuple, je me bats pour l'humanité. Si tu as quelqu'un à l'intérieur d'une maison qui dit qu'il veut sauver toutes les autres maisons, mais à l'intérieur de sa maison il n'est pas capable de sauver quoi que ce soit, on va lui dire que c'est un mythomane ou un irresponsable. Donc je commence par mes semblables, mais en agissant pour les miens, j'agis pour l'humanité. Ce discours de victimisation, c'est le discours qui monte actuellement avec Black Lives Matter. C'est le discours qui monte ou que l'élite financière apatride fait monter? C'est la vraie question. Je ne suis pas sûr que ce soit le discours qui monte au sens que le peuple veuille se victimiser de manière systématique. On prend à la loupe certains raisonnements et on essaie de les amplifier pour créer des effets de mode. Et ça marche sur certains. Mais il y a énormément de gens qui ne se sentent pas représentés par ce slogan qui consiste à dire à l'homme blanc, on va essentialiser volontairement, « Hey, la vie des Noirs compte. » Moi, j'ai pas besoin de te dire ça. Si toi, tu es quelqu'un qui est très cordial et très fraternel, mais si toi, tu veux me monter dessus, je vais pas te dire, tu n'auras même pas le temps d'entendre la vie des Noirs compte, je vais te prendre ta jambe, je vais t'éteindre. Et c'est comme ça que je suis, et je pense que n'importe quel homme ou femme digne, quelle que soit sa couleur de peau, elle va fonctionner comme ça. Mais l'homme noir et la femme noire, depuis un certain nombre de temps, un certain nombre d'années, a été utilisé par d'autres. On les appelle aujourd'hui les forces néolibérales. Ça permet d'avoir une vision complète des choses. Parce que le néolibéralisme, depuis l'effondrement du mur de Berlin, d'accord, le libéralisme a gagné depuis l'effondrement du mur de Berlin contre le communisme. Et le communisme s'est intégré, sans s'en rendre compte, au libéralisme. Le communisme est hostile au libéralisme économique, mais le communisme a intégré de plein pied la vision du libéralisme sociétal. Et le néolibéralisme aujourd'hui est devenu quasiment une religion. Et dans ce néolibéralisme-là, nous sommes le crash test d'une élite financière qui se sert de notre souffrance pour orienter la société dans le sens de ce qu'elle veut. Toujours. Alors je l'ai attaqué quand j'étais plus jeune avec beaucoup de fougue. Peut-être avec moins de fluidité, moins de compréhension des enjeux. Et plus je vieillis, plus j'avance, plus je comprends les mécanismes de domination. Quand tu regardes en France aujourd'hui, le système est en train de placer deux camps, les gentils et les méchants. On se sert d'une souffrance qui existe réellement, parce que la négrophobie et le racisme, c'est quelque chose qui existe. Il ne faut pas non plus qu'on fasse semblant. On est ensemble, mon frère. Non, on est ensemble. On se remerciera à la fin. D'accord? C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens, mais on est ensemble. Merci beaucoup. Et donc, une certaine élite, la même qui était à l'époque du côté d'SOS Racisme, a vu qu'SOS Racisme s'est complètement éteint. Donc, ils ont compris que maintenant, il faut qu'ils laissent les nôtres parler directement. Mais en nous laissant parler directement, ils nous accompagnent. C'est le renouvellement de l'antiracisme. Alors que l'antiracisme, c'est quoi? C'est dire, oui, il faut que vous nous aimiez. Oui, on est tous pareils. Non. Moi, je m'en fous que quelqu'un ne m'aime pas. J'ai aussi le droit de ne pas aimer quelqu'un. Maintenant, si toi, tu as le pouvoir politique d'exprimer ta haine vis-à-vis de moi, j'ai le droit de me défendre. Ça, c'est autre chose. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que le vrai problème, c'est l'exploitation. C'est le pillage de nos ressources. Tout le symbole du capitalisme français est en train d'adouber la cause de l'antiracisme. Et moi, ça me questionne. Parce que je vois ce que le capitalisme fait sur le continent africain, donc je me dis, mais ils sont plus méchants? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ceux qui ont un petit peu d'odorat comprennent que ça pue. J'ai pris beaucoup de leçons politiques en voyageant en Amérique du Sud, au Moyen-Orient. Ça m'a fait grandir. Ça m'a fait énormément grandir. Et ça m'a rappelé que le combat n'est pas un combat de couleur, c'est vraiment un combat de douleur. C'est un combat de peuple
C'est auparavant, c'était, comme je te le disais, le bloc libéral contre le bloc communiste. Aujourd'hui, on est dans le bloc libéral d'un côté contre le bloc souverainiste, puisque le libéralisme a gagné tout le monde entier, le libéralisme étant le nom de l'américanisation du monde, j'ai envie de dire la McDonaldisation du monde, comme certains le diraient. Et la résistance à ça, c'est la souveraineté des peuples. Les peuples, quelle que soit leur couleur, ont le droit de résister, de préserver leur identité. Et certains ne veulent pas qu'on préserve nos identités parce que, en étant dans une démarche de dissoudre ces dernières, on fait de nous des citoyens monotones, monolithiques, qui peuvent justement agir comme des moutons dans ce gouvernement mondial dont on parle. Et donc résister, préserver son identité, c'est quelque chose que je fais pour nous et que je peux comprendre et respecter pour les autres peuples aussi, dès lors qu'on n'est pas dans une hostilité entre les peuples. Voilà. En France, ce mouvement Black Lives Matter s'est greffé au mouvement Justice pour Adama. Et on sent bien que les médias français ont saisi l'occasion pour faire de ce Adama Traoré le George Floyd français. Or, ces mouvements sont en réalité financés par des organisations puissantes, la plus célèbre étant l'Open Society de George Soros. Il semble donc que le pouvoir macronien qui s'est fait élire grâce à son duel avec Marine Le Pen, souhaite rejouer cette stratégie à une échelle supérieure, à savoir mettre en avant la question raciale afin d'occulter le phénomène de durcissement du pouvoir sur les questions sociales et économiques. L'oligarchie souhaite clairement dévier une partie de la colère populaire pour les réorienter et diviser le peuple sur des questions sans fondement. On le sait, certaines associations juives ont soutenu les mouvements contre le racisme depuis les années 80. Et avec ce mouvement qui est dans la même veine que Touche pas à mon pote ou SOS Racisme, il est indéniable que les mêmes se trouvent encore à la manœuvre, comme BHL, Bernard-Henri Lévy ou Jacques Attali. La vraie révolte n'est pas raciale mais sociale. Ce mouvement de haine de l'homme blanc n'a pas pour origine une revendication africaine enracinée. Et dans l'organisation de ce phénomène, les responsabilités des médias est énorme, car les immigrés que l'on rend visibles intentionnellement ne sont que des épouvantails de service. Soyez-en sûrs, les intellectuels issus de l'immigration, il y en a plein, mais vous ne les verrez jamais s'exprimer sur les grandes chaînes de télévision et radio, parce que les intellectuels là sont dangereux pour le système, puisqu'ils ne prennent pas la posture de l'indigène sauvage victime auquel l'establishment veut les cantonner. On ne les entendra donc jamais parler dans les médias mainstream de l'asservissement financier moderne de l'Afrique avec le franc CFA, ou les ports africains de Bolloré, et des causes des guerres en Afrique provoquées par l'impérialisme. Ils ne vous parleront pas non plus de l'exploitation aliénante des enfants dans la fabrication de nos smartphones et tablettes dernier cri, dont les matériaux sont extraits de mines de cobalt. Les GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ainsi que leurs petits Netflix, Airbnb, Tesla et Uber, sont actuellement les organismes actifs en faveur du mouvement Black Lives Matter. D'où l'importation du chaos racial et sociétal dans nos sociétés, au même titre que des grandes banques internationales comme Goldman Sachs, JP Morgan, etc., qui participent à leur manière, par leur financement, au chaos sociétal. En ce qui concerne la colère identitaire des natifs européens, vous êtes invité à lire les travaux de Youssef N'Di qui expliquent parfaitement ces phénomènes d'opposition contrôlée. Pour en revenir à la Banque Centrale Européenne, elle est située à Francfort, en Allemagne, la cité d'origine de la dynastie bancaire des Rothschild. Et ce bâtiment a servi autrefois de camp de transit aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Les sous-sols et la cave, avec les graffitis des prisonniers en détresse, ont été conservés intacts et transformés en un mémorial où il est possible de faire des visites guidées organisées par le musée juif de Francfort. C'est drôle de voir ce bâtiment qui organise l'asservissement par la dette des nations et d'en faire un mémorial de la repentance. Dette et culpabilité éternelle se rejoignent concrètement dans ce lieu de culte. Après avoir organisé le chaos ethnique et économique, les élites n'ont qu'un objectif: asservir les nations par la dette et la repentance perpétuelle.
Sarkozy avait déclaré qu'il y a un monde avant et un monde après la Shoah. Il y a une dette de l'humanité envers le peuple juif. Après la Shoah, qui n'a pas été le fait des Arabes, mais des Européens, qui n'a pas eu lieu au Moyen Âge, mais au XXe siècle, la Shoah, qui est la honte des temps modernes, pas des temps anciens. C'est pas il y a des siècles, c'est hier. Israël, après cela, c'est dans le cœur de millions d'hommes et de femmes dans le monde un espoir et une promesse. On ne peut pas traiter cette question sans l'inscrire dans une perspective historique. Parce qu'Israël s'inscrit dans une perspective historique. Et Israël, c'est pour tous les Juifs la certitude qu'il y aura toujours une terre pour les accueillir et un État pour les protéger. Si on sort cela du contexte, on ne peut pas trouver de solution. Et je veux dire qu'après la Shoah, aucun dirigeant, aucun homme, qu'il soit juif ou pas, Israël n'est pas simplement la préoccupation des Juifs. Aucun homme ne peut rester indifférent au sort d'Israël et du peuple juif. L'aveuglement du monde, le silence des nations face aux crimes immenses qui étaient en train d'être commis reste une tâche indélébile dans les consciences de l'humanité. Et nous avons tous contracté envers le peuple juif une dette qui ne peut pas s'éteindre, et la seule façon de nous acquitter de cette dette, c'est de ne jamais transiger avec la sécurité d'Israël. C'est cela qui est en cause. Il y a une dette dans le patrimoine de l'humanité. La France, l'antisémitisme, le racisme. Lorsque les Juifs sont attaqués au seul motif qu'ils sont Juifs, c'est la République française qu'on agresse, c'est la nation française qu'on mutile, c'est la France qu'on défigure. L'histoire a démontré que l'antisémitisme annonce toujours un effondrement encore bien plus grand des nations, des sociétés et des civilisations qui le tolèrent. Tolérer l'antisémitisme prépare toujours des catastrophes plus grandes encore. Et ce qui est invraisemblable dans tout cela, c'est que le monde n'a pas encore compris que le sort qui est réservé aux Juifs, c'est toujours le préalable du sort qui est réservé aux autres ensuite, de façon absolument inéluctable. Le combat pour la sécurité d'Israël, pour la sécurité des Juifs, c'est le combat pour la sécurité de tous ceux qui portent en eux-mêmes une différence dans le monde. Voilà ma conviction. Jacques Attali rejoint les déclarations de Sarkozy dans son livre Les Juifs, le monde et l'argent. Qu'est-ce qu'on reproche au peuple juif? On lui reproche de lui devoir l'idée de Dieu, et de lui devoir aussi, quand dans l'économie, de lui emprunter de l'argent. Donc on a une sorte d'ingratitude, et la meilleure façon de se comporter avec ceux à qui on ne veut pas avoir de la gratitude, c'est d'en faire un C'est ennemi. votre lecture de l'antisémitisme, parce que vous rejoignez Daniel Sibony, qui dans toute son œuvre parle constamment du problème de la dette. Le monde a une dette envers le peuple juif. Or, on n'aime pas avoir un créancier, bien que ce créancier ne réclame rien. Les causes de l'antisémitisme, qui est l'ingratitude, au fond. Le monde a une dette envers le peuple juif. Or, on n'aime pas avoir un créancier, bien que ce créancier ne réclame rien.
Quant à Bernard-Henri Lévy, ce philosophe talmudique, c'est bien par les Juifs que l'Occident a eu le bonheur de découvrir ce nouveau dieu, l'argent. Il existe une multitude de discours de ce genre relayés dans les médias, dans les journaux et sur Internet. S'il est vrai qu'il y a eu des persécutions ethniques et des drames humains pendant la Seconde Guerre mondiale, leur instrumentalisation politique par une certaine élite communautaire depuis des années dépasse la simple volonté de rechercher des vérités historiques. Cette élite communautaire instrumentalise cette souffrance passée pour accroître et consolider sa domination politique. Au final, ce mouvement de stratégie de la tension raciale manipulée vise à dissoudre le mouvement des Gilets jaunes pour nous faire basculer dans la division et l'inaction. Depuis mars 2020 et les débuts de la crise du coronavirus, BlackRock est omnipotent. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que BlackRock connaît une très bonne santé financière, malgré ou à cause de la pandémie. BlackRock va gagner sur le plan financier, mais aussi et surtout sur les aspects de l'influence et du pouvoir. Et il est certain que BlackRock souhaite aux États-Unis une victoire démocrate, car Donald Trump est clairement un frein à la réalisation du projet global porté par le pouvoir profond. En tout cas, c'est bien BlackRock qui domine Trump, et non l'inverse. BlackRock soutient Biden. BlackRock finance le fascisme vert. On se demande ce que serait l'écologie politique sans le capitalisme financier. BlackRock a surtout une grande politique d'investissement dans les énergies fossiles et dans la déforestation dans plusieurs pays du monde. L'écologie ne sert que de paravent à la prédation toujours plus grande du capitalisme financier, tout en taxant les classes les plus pauvres des pays et en les culpabilisant, faisant d'eux des pollueurs. L'influence de BlackRock ne s'arrête évidemment pas aux États-Unis. L'Union européenne a également choisi BlackRock pour être son conseiller. Nous pouvons donc conclure que la Commission européenne est comme le gouvernement américain, sous l'influence d'une multitude de lobbies et firmes, mais c'est BlackRock qui domine. Mais ce n'est pas notre exemple français avec l'exécutif macronien et l'épisode de la réforme des retraites qui va nous prouver le contraire. En septembre 2020, Christine Lagarde, directrice de la Banque Centrale Européenne, nous annonce que la crise est derrière nous. Bien au contraire, la vague de chômage de masse et de faillite d'entreprises s'avance à grands pas. Mais comme en 2008, il est vrai que les grandes banques centrales ont réussi à entretenir une certaine illusion de relative santé économique mondiale malgré l'arrêt total de la production dans ce premier semestre 2020. D'ailleurs, les dirigeants occidentaux se sont acharnés à masquer leur peuple et à agiter le bâton des tensions raciales pour que l'opinion publique se détourne du véritable problème, à savoir l'explosion de la dette à l'échelle mondiale. Tous les médias font comme si l'explosion du montant de la dette partout dans le monde depuis la crise du mois de mars n'avait aucune conséquence néfaste pour l'avenir. Cette dette ne pourra pas être remboursée. C'est techniquement impossible. Depuis la crise de 2008 et avec le maintien de l'euro, on répond au problème de la dette par toujours plus de dettes. Mais pour combien de temps ? Le Forum économique mondial de Davos le dit clairement qu'ils veulent préparer ce grand reset, une grande remise à zéro pour le système économico-financier mondial. Mais par contre, il va falloir faire comprendre aux peuples et aux nations qu'au motif de cette dette colossale, il va falloir que les petits et les moyens passent à la caisse. Le grand reset ne sera pas l'effacement des dettes à l'échelle mondiale sans contrepartie, il sera autre chose, il sera certainement la mise en place d'un nouveau paradigme. Il apparaît donc de plus en plus clairement que le coronavirus, en plus d'être un test géant d'obéissance à l'échelle mondiale, va servir à déclencher enfin les conséquences de notre système de dette exponentielle à travers l'inflation. La fin est donc proche. La Réserve fédérale, pilotée presque officiellement par BlackRock, qui a transformé l'économie américaine en une sorte d'économie capitalo-communiste, a annoncé clairement qu'elle allait changer de politique en matière d'inflation. En France, la hausse des prix est présente depuis longtemps, notamment dans l'immobilier, l'énergie, ce qui a une conséquence non négligeable sur le pouvoir d'achat des ménages. Mais d'ici quelques mois, la crise du coronavirus va faire basculer l'inflation sur les biens de grande consommation, que ce soit sur l'alimentaire ou sur les produits hygiéniques. Avec cette inflation, nos économies seront liquidées et les peuples seront à genoux politiquement. Évidemment, si nous étions sortis de l'euro et si nous étions souverains monétairement, ce serait moins pire. Et aucun des grands partis d'opposition ou d'acteurs médiatiques n'ont le courage de remettre en cause cette dette, car leur propre existence pourrait être remise en cause. Et l'opposition contrôlée avec Zemmour, Mélenchon, Marine Le Pen se complaisent à rester dans le confort de la révolte de salon et à ne pas parler réellement du problème de la dette et de la souveraineté monétaire.
Ce système de la dette est le problème capital, c'est même le vice qui entraîne tous les autres. Destruction de l'État, immigration clandestine massive, répression sociale. Mais il est clair que la situation toujours plus grande d'endettement mondial et de probable faillite des États semble faire les affaires de certains. Ce n'est pas la Covid-19 qui va nous tuer, mais c'est bien la crise qui arrive. Mais rassurez-vous, les grandes banques, elles survivent et deviennent toujours plus puissantes après chaque grande crise. La dette structure le pouvoir bancaire et détruit la nation. Pour détruire une nation, il existe évidemment le moyen militaire, mais l'attaque financière peut, elle aussi, se révéler tout aussi efficace et dévastatrice. Que ce soit en Afrique ou en France, les peuples connaîtront la même misère. Octobre 2020, de nombreuses déclarations émanant de plusieurs institutions nous informent que la disparition de l'argent liquide va encore s'accélérer. Christine Lagarde évoque la possibilité de créer un euro numérique pour surmonter la crise qui va se présenter devant nous. Celle-là même qui annonçait quelques semaines avant que le pire de la crise était derrière nous. Et il y a fort à parier que cette monnaie numérique ne soit pas réellement créée pour la liberté des peuples et la prospérité des nations. Cette monnaie va donc remplacer petit à petit l'argent liquide. Et oui, magie du coronavirus et de ses gestes barrières, les espèces, moyen de paiement préféré des terroristes depuis quelques années, sont aussi un vecteur de mort par contagion depuis la pandémie. Dans les semaines à venir, la mise à disposition de l'argent liquide va coûter de plus en plus cher, car au motif de la crise actuelle, les banques vont faire payer de plus en plus les retraits d'espèces. Nos politiques vont retirer progressivement le cash des circuits économiques. Ils commenceront sûrement par les petites pièces de monnaie. Il est certain que la pandémie de Covid-19 et la démocratisation du paiement sans contact vont faciliter la disparition des pièces et des billets. Le 28 octobre 2020, le pouvoir oligarchique représenté par notre Macron national a validé l'effondrement contrôlé des économies du monde occidental. Par l'annonce d'un nouveau confinement, il vient d'instaurer une véritable dictature sanitaire. Même sans évoquer que le nombre de morts ayant pour la plupart plus de 85 ans et ayant des causes de comorbidité a probablement été gonflé, la réalité est que le taux de mortalité du coronavirus ne dépasse pas les 0,05%, ce qui est remarquablement ridicule pour une pandémie que l'on présente comme la grande catastrophe du siècle. Le travail indépendant et les petits commerces sont donc devenus comme les réunions de famille, notamment avec les grands-parents, les symboles de contamination gigantesque et des plus terribles pour notre nation. Décidément, cette pandémie du coronavirus est une opportunité idéale pour inaugurer une nouvelle ère et pour faire ravaler au cerveau malléable tout et n'importe quoi. Par l'annonce du reconfinement, la grande réinitialisation annoncée par Klaus Schwab et Kristalina Georgieva, directrice du FMI, est désormais lancée. Désormais, tout le monde s'attend à ce que le dollar s'effondre, et on se demande s'il ne va pas y avoir une guerre civile aux États-Unis. Mais l'establishment semble avoir une plus grande marge de manœuvre sur les peuples européens, avec une population vieillissante, des civils désarmés et une vague de migration clandestine toujours plus importante. En Europe, malgré de rares cas de révolte en Serbie ou en Italie, l'oligarchie semble davantage contrôler la situation. Les gens sont dans une soumission naturelle. Et comme il va y avoir un nouveau dollar, il va y avoir un nouvel euro. Un euro numérique donc. D'ailleurs, les Chinois se sont déjà vus imposer le yuan numérique. Certes, les Chinois produisent une véritable richesse, mais une grande partie de la population a été réduite en esclavage pour en arriver à ce résultat. Concrètement, il est peu probable que les peuples se réveillent. L'État, sous le contrôle de cette petite caste composée d'usuriers, est en train de s'attaquer à nos libertés individuelles. Actuellement, les petites et moyennes entreprises sont en train de mourir. Elles sont endormies à coups de subventions, mais à la fin, c'est bien elles qui paieront la facture. Le monde a donc changé en cette année 2020, et au final, Macron l'a dit. Toutes ces mesures liées à la Covid-19 vont nous permettre de tenir jusqu'au vaccin. Mais pour éradiquer quelle maladie au juste ce vaccin? L'humanité libre? En novembre 2020, partout, on entend parler de Mario Draghi, pourtant fraîchement retraité, ancien directeur de la Banque Centrale Européenne. Il nous est présenté comme le sauveur de l'euro, qui serait en mesure de nous protéger des terribles conséquences de la crise covidienne. Oui, celui-là même qui a trahi son peuple, l'Italie, tout en mettant en esclavage les cousins grecs. Celui que l'on présente comme le sauveur n'est en réalité que le principal responsable de la situation actuelle de l'Europe. L'establishment n'a donc aucune honte
à nous vendre Draghi comme un pompier alors qu'il a été le plus grand pyromane monétaire de la dernière décennie. Et il pourrait bien revenir pour liquider ce qu'il reste des richesses des peuples européens dans le processus de la grande réinitialisation promue par le Forum économique de Davos. En complément des restrictions toujours plus graves contre les libertés publiques, le droit de propriété, pourtant considéré dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme un droit naturel et imprescriptible, est désormais en passe d'être remis en cause, au moins pour la plus grande majorité d'entre nous. Cet anéantissement du droit de propriété va exclusivement s'appliquer à la masse. Ce droit sera réservé à une caste de riches. Pour l'hyperclasse, s'attaquer à la propriété des peuples, c'est en réalité finir définitivement avec leur souveraineté. Par la fin de propriété pour le plus grand nombre, l'oligarchie veut tout simplement liquider ce qu'il nous reste de liberté, mais aussi nous déraciner définitivement, nous, peuple et nation, de nos terres. Et en plus, le riche patrimoine français, notre patrimoine commun, va lui aussi être littéralement mis en vente. La dette va permettre à l'oligarchie de détruire notre droit de propriété. Donc, les vaccins, la dictature sanitaire, la surveillance de masse et les persécutions politiques accéléreront la mise en esclavage des peuples dépossédés de leurs terres et vivant dans la plus grande des précarités. Au jour d'aujourd'hui, aucun réveil, aucun sursaut des peuples ne s'est encore fait entendre. Tout se passe comme prévu pour nos élites. Mais l'année 2020 nous a prouvé qu'il n'y avait pas de complot. Il y a juste un programme, un plan minutieux énoncé clairement et officiellement par l'oligarchie financière depuis des décennies. Le livre de Klaus Schwab, le Grand Reset, l'a prouvé. Il suffit d'aller sur le site de BlackRock ou du Forum économique mondial pour s'en rendre compte. Je vous invite à le faire et merci de m'avoir écouté.